À la fin des années 80, dans les salles d'arcade sombres, bruyantes et enfumées, apparut un jeu qui instilla l'effroi dans le cœur de tous les joueurs qui à l'époque furent attirés par l'attrait sordide de sa borne maudite. Très inspiré du cinéma d'horreur américain, Splatterhouse est un des premiers jeux gore qui emportait le joueur dans un véritable trip horrifique. En anglais, splatter signifie éclaboussure. Bien sûr, ici, on sous-entend qu'il s'agit d'éclaboussures de sang. C'était aussi comme ça qu'on classait les films gore de l'époque. L'allusion est claire. Ça va saigner. Ces fameux splatter movies des années 80 sont donc la référence majeure de ce jeu. On retrouve par exemple les mains coupées, le hachoir ou les bras tronçonneuses sortis de Evil Dead 2. Tandis que Rick le héros est très clairement inspiré du film Vendredi 13. Une légende circule d'ailleurs selon laquelle Namco négociait alors les droits du film Vendredi 13, mais l'accord n'avait finalement pas été conclu. Comme le sprite du personnage principal était déjà finalisé, l'équipe l'aurait conservé en lui inventant une autre histoire. Une nuit d'orage, le jeune étudiant Rick et sa petite amie Jennifer trouvent refuge dans le manoir du Dr West. Peut-être une référence à Reanimator. À peine entré, Rick se fait tuer et Jennifer est enlevée. Pas de chance. Mais magie du hasard et grâce au masque de la terreur, une antiquité maya que le Dr West aurait ramené d'un voyage, Rick se réveille et découvre qu'il possède une force nouvelle. Il est devenu un super zombie en somme et part à la recherche de Jennifer. Dès le premier niveau, le joueur se retrouve assailli par des créatures purulentes dans un décor sinistre. Les corps des prisonniers torturés pendent au mur et lâchent parfois un vomi toxique devant les pieds de Rick. Pour se défendre, il peut utiliser ses poings, ses pieds, mais aussi les armes qu'il trouve sur son chemin. Bâtons, pierres, lances, hachoirs de boucher ou même fusils de chasse. Des armes qui sont certainement la plus grande attraction du jeu. En effet, l'animation de la mort des créatures change selon l'arme dont dispose Rick. En 1988, l'effet est saisissant. C'était du jamais vu. Et lorsque pour la première fois on envoie d'un bon coup de gourdin une créature s'écraser contre le mur en dégoulinant, on se sent tout bizarre. Avec la bande sonore diabolique à fond sur les enceintes grésillantes d'une borne sentant le tabac froid, le joueur est scotché. La tension monte, le rythme cardiaque augmente. Diable que Splatterhouse était excitant. Le jeu contient d'ailleurs de nombreux morceaux de bravoure, comme certains passages en forme de boss de fin de niveau qui consistent à survivre aux éléments qui se déchaînent dans une petite pièce, ou encore la fameuse scène des miroirs où le stress est à son maximum. La claque visuelle et sonore était tellement intense qu'on pardonnait facilement au jeu ses limitations de gameplay. Le contrôle de Rick est un peu délicat, avec des sauts difficiles à maîtriser. Et surtout, il ne peut pas conserver ses armes d'un stage à l'autre. Frustrant. Splatterhouse avait aussi un autre défaut qu'on retrouvait souvent dans les jeux d'arcade de l'époque. Tous les efforts de développement étaient concentrés sur les premiers niveaux pour attirer le joueur, alors que les niveaux suivants sont nettement plus dépouillés au niveau des décors et des ennemis rencontrés. Quelques mois plus tard, une version LCD est apparue. Et oui, en 1988, les jeux électroniques avec écran à cristaux liquides se vendaient encore. Inutile de dire qu'on passe d'une version arcade, alors ce qui se fait de mieux techniquement au niveau mondial, à ce qui se fait de plus low-tech en jeu vidéo. L'adaptation essaie comme elle peut d'être fidèle aux matériaux de départ. Rick doit encore sauver Jennifer après avoir traversé les 3 stages affichés à l'écran. La jouabilité est exécrable, ce qui fait de cet objet un collector très recherché des fans davantage pour sa rareté et son côté insolite que pour ses qualités ludiques. La seule adaptation digne de ce nom est arrivée en 1990 sur PC Engine. La console de NEC était à l'époque réputée pour ses conversions d'arcade très réussies comme R-Type ou Vigilant. Après 2 ans d'attente, les fans de Splatterhouse espéraient beaucoup de cette version, et nombreux sont ceux qui ont rêvé devant les photos des magazines avant de se procurer le jeu, particulièrement mal distribué en France. L'adaptation est honnête et le jeu garde ses qualités, même si la PC Engine peine à rendre pleinement l'ampleur du jeu original. Les graphismes sont simplifiés et la bande-son épurée de tous les gémissements et autres bruitages lugubres qui faisaient une bonne partie de l'ambiance. Mais il faut restituer tout cela dans l'époque. En comparant les versions, on aurait tendance à dire aujourd'hui que l'adaptation PC Engine est plutôt faible. Non, la version PC Engine était très honorable. C'est juste que la version arcade était une tuerie technique.
Sorti en 1989, non pas sur arcade mais sur Famicom, le deuxième épisode de Splatterhouse est un jeu parodique. Considéré comme l'ovni de la série avec ses graphismes mignons en SD, Splatterhouse Wanpaku Graffiti est pourtant un épisode important. D'une part parce que son histoire se déroule avant les événements racontés dans le premier jeu, mais aussi parce qu'il s'agit du premier épisode pour console de salon. Dans cet épisode, la foudre fait revivre Rick ainsi que le roi Citrouille qui ne manque pas d'enlever Jennifer, bien évidemment. À la fin du jeu, on se rend compte que tout ceci n'était qu'un rêve et l'on voit Rick et Jennifer se diriger vers le manoir du premier épisode. Bourré de clins d'œil cinématographiques, il présente aussi quelques nouveautés non négligeables comme un système de points d'expérience et se veut davantage axé plateforme que son aîné. On ne peut que regretter que le titre n'ait pas franchi les frontières de l'archipel. Après le succès surprise rencontré par la version PC Engine du premier épisode, Namco réalise que Splatterhouse a le potentiel pour devenir un véritable hit vidéoludique. Le développeur japonais met donc en chantier une suite, mais choisit de sortir ce Splatterhouse Part 2, non pas sur PC Engine, mais sur Mega Drive, raisonnant sans doute que la console de Sega lui permettrait de toucher un public plus large. 3 mois après le dénouement tragique de Splatterhouse premier du nom, Rick se retrouve hanté par de terribles cauchemars dans lesquels il revit la mort de Jennifer. C'est alors que le masque de la terreur réapparaît et lui révèle qu'il existe une autre maison maléfique sous laquelle s'ouvre une porte menant au monde des morts. En portant à nouveau le masque maudit, Rick pourrait descendre dans l'au-delà et en ramener Jennifer. Refusant la fatalité, Rick accepte le marché que lui propose le masque et se lance à la recherche de la porte de l'enfer. Au niveau du gameplay, Splatterhouse 2 est très similaire à l'épisode original. Rick a accès à la même palette de coups, et le jeu suit une progression identique. Même d'un point de vue graphique, le jeu ressemble beaucoup à son aîné, malgré un bestiaire en grande partie inédit, mais toujours aussi malsain. Le jeu est bien sûr rythmé par des affrontements contre des boss au design dérangeant, et le gore est omniprésent. La marque de fabrique Splatterhouse est donc bien au rendez-vous. A noter qu'une différence intéressante existe entre les versions occidentales et japonaises du jeu, à savoir le design du masque. Si dans la version occidentale le masque ressemble à un crâne grimaçant, le masque de la version japonaise ressemble beaucoup plus à un masque de kabuki. À peine un an après la sortie de la deuxième partie des aventures de Rick, Namco livre un troisième épisode de Splatterhouse, toujours sur Mega Drive. Si Splatterhouse 2 était dans la droite lignée du premier épisode, Splatterhouse Part 3 propose un gameplay quelque peu différent. Pour commencer, le jeu se rapproche d'un beat'em all plus classique en permettant à Rick de se déplacer également dans la profondeur des décors, ce qui était impossible dans les premiers épisodes. La structure même du jeu est également différente. Chaque niveau contient plusieurs tableaux entre lesquels le joueur va devoir naviguer en temps limité. Il s'agit de trouver le chemin le plus court jusqu'au boss. Évidemment, certaines portes sont piégées et ne servent qu'à perdre le joueur dans le labyrinthe. Si le joueur ne parvient pas à trouver le boss en temps voulu, son échec a des conséquences dramatiques pouvant déboucher sur l'une des 4 fins du jeu. Plusieurs années se sont écoulées depuis la fin de Splatterhouse 2. Rick a épousé Jennifer et le couple a eu un fils, David. Mais une entité appelée le Evil One enlève Jennifer et David. Jennifer se retrouve la proie d'un Boreworm, une sorte de ténia maléfique rappelant le Chestburster d'Alien, tandis que le Evil One tente de s'approprier les capacités psychiques de l'enfant. Pour sauver sa famille, Rick est obligé de faire appel au pouvoir du masque de la terreur, une dernière fois. L'autre nouveauté de Splatterhouse 3 vient justement du masque. En ramassant des orbes d'âme, le joueur remplit petit à petit une jauge. Une fois cette jauge pleine, Rick peut fusionner avec le masque pour devenir un musculeux monstre surpuissant, apte à éliminer même les boss les plus répugnants. Avec des graphismes et des musiques de qualité, Splatterhouse 3 était le signe d'une vraie évolution de la série. Malheureusement, ce fut aussi le dernier jeu de la série à sortir en presque 20 ans. Mais le masque maudit ne pouvait en rester là. Et les horreurs de Splatterhouse devaient bien finir par se relever d'entre les morts.